Ok. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est parti pour notre dernière émission de la saison 3 des Littéraneutes. Donc, il se finit aujourd'hui au mois de juin. Donc, la prochaine, ce sera au mois de septembre ou d'octobre. Donc, pour cette dernière émission, on avait envie, donc ça fait un petit moment qu'on avait envie, et cette fois-ci, on s'est lancé. On avait envie de faire une émission autour des NFT et de l'usage qu'on peut en faire dans le monde de l'édition, par les auteurs, par les créateurs, par les maisons d'édition et ainsi de suite. Donc on va voir un peu des cas d'usage, on va voir les plateformes qui existent dans ce domaine. On va voir également, on va interviewer un auteur et créateur, qui est déjà présent parmi nous, donc que vous voyez à droite de l'écran, Lucas, donc Lucas Lejeune, qui, pour les personnes qui nous suivent depuis un moment, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, parce qu'il est par ailleurs membre de l'association Archipel Numérique, qui organise donc ce direct. Et voilà, les créateurs qui sont aussi adhérents à l'association, on essaye de faire connaître leur travail, parfois aussi les conseiller et de les aider. Et à gauche de l'écran, très exceptionnellement, c'est rare de le voir à l'écran. Mais aujourd'hui, vu que c'était la dernière de la saison 3, il avait envie de montrer un peu sa tête. C'est l'illustre voix off de son vrai prénom, François Mauviard, et qui est donc, voilà, qui est notre technicien. Mais on le sait moins, hein, mais il est aussi président d'une association qui s'appelle Adenum. Et c'est toute l'association Adenum qui fournit en fait tout le système technique, toute la régie à Archipel Numérique. Donc qui nous aide pour configurer les directs, qui nous aide pour le son, qui nous propose toute la plateforme aussi technique, qui nous permet du coup d'utiliser Big Blue Button, qui est donc une solution libre, qui n'est pas si compliquée en plus à mettre en place, que je vous conseille à la place de nos amis d'outre-Atlantique. Donc voilà. Et écoutez, on va commencer. Alors, écoutez, Monseigneur Algo, pardon. Je vais tout de suite répondre à votre question, parce que ça faisait partie de l'introduction. Parce que quitte à parler des NFT, vous doutez bien que tout le monde ne savait pas exactement ce que c'était. Donc, on va juste faire une petite intro vraiment rapide, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Mais je vais vous expliquer quand même rapidement d'où ça vient, en quoi ça consiste, pour comprendre un peu aussi voilà, à quoi ça peut servir, un peu le fonctionnement en général. Alors pour ça, je vais vous faire un partage d'écran. Attention, suspense. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc là, normalement, si le partage d'écran a bien fonctionné, ce que vous voyez, c'est le site d'OpenSea. Et les œuvres que vous voyez là, c'est le premier projet dont on va parler après. Donc comme ça, j'en profite pour commencer à vous le montrer. En fait, je suis allé sur un des sites, une des plateformes de NFT, justement pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un NFT. Donc en fait, les NFT, ils sont nés dans la foulée des crypto-monnaies. Donc historiquement, tout a commencé, entre guillemets, hein, parce que même lui-même a d'autres origines, mais en tout cas, on va dire notre histoire qu'on va raconter ce soir a commencé avec la crypto-monnaie du Bitcoin. Voilà, c'était la première crypto-monnaie au monde. Et en fait, elle utilise une technologie qui s'appelle la blockchain. Jusque-là, normalement, tout va bien. Donc, vous avez une crypto-monnaie, une blockchain. Une blockchain, souvent, je fais l'analogie d'une blockchain avec une espèce de registre comptable. Ou alors, vous voyez dans les films, comme les mafieux, ils ont leur petit carnet où ils vont marquer l'ensemble des transactions. Et après, il y a la police qui arrive et ils sont embarqués et on attrape tout le monde. Le Bitcoin, c'est un peu pareil. Vous avez un registre public, parce que tout est public sur Bitcoin et sur la plupart des autres blockchains. Tout est public et l'ensemble des transactions est noté dans ce registre. Donc ça, c'est une des spécificités de la blockchain. Donc c'est le côté public et c'est la traçabilité des transactions. À côté de ça, il y a un certain nombre de technologies liées vraiment à la science de la cryptographie qui assurent la sécurité de la transaction. En gros, pour l'instant, par exemple, le Bitcoin,
n'a jamais été hacké. Donc, il y a toute cette partie vraiment sécurisation à l'aide de techniques de cryptographie. Ça, c'est le deuxième pilier, on va dire, des blockchains et des crypto-monnaies et donc des NFT. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les blocs. Donc en fait, les transactions vont être enregistrées et sauvegardées dans des blocs. Et ces blocs, en fait, ils sont soumis à un système de validation. On parle de consensus. Donc il y a deux grands consensus sur le marché. Il y a le consensus historique qu'utilise encore le Bitcoin, que n'utilise plus la seconde blockchain qui est Ethereum. C'est ce qu'on appelle le proof of work. Donc voilà, bon, c'est un système un peu compliqué, on va dire, de calcul et de vérification des données. Et l'autre système, c'est le POS, ou Proof of Stake, que la plupart des blockchains utilisent maintenant, notamment les plus récentes. Et on va dire qu'il permet un calcul plus rapide des transactions et aussi, du coup, des frais plus bas. Voilà en résumé. Donc ça, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le côté blockchain. Donc, on a notre ami Bitcoin, il est arrivé. Il y a des personnes qui ont trouvé ça cool, génial, mais qui ont vu des limites à ça. Notamment les fondateurs de l'autre grande blockchain, qui est la blockchain Ethereum. Comme pour Bitcoin, vous avez toute une communauté autour d'Ethereum. Et donc, la communauté fait des propositions. Et souvent, les noms des consensus ont. Non, ça va, bref. Donc, il faut des propositions. Parmi les propositions, il y en a une, la 721e, donc ERC 721, qui portait à l'époque, ça fait des années maintenant, sur ce qu'on appelle des smart contracts et sur la possibilité, on va dire, d'inscrire autre chose que de la crypto-monnaie sur une blockchain. Et autre chose, la première idée, ça a été une image. Ensuite, il y a eu plein d'autres applications. Et donc, un NFT, c'est tout simplement une image, par exemple. Hein, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être une musique, ça peut être un nom de domaine, ça peut être une carte de jeu, ça peut être un objet de jeu vidéo et ainsi de suite. Mais qui va, on va dire, dont les identifiants ou dont les métadonnées sont inscrites sur le registre. Alors, je vais vous montrer, du coup. Ça peut être un écrit aussi. Oui, ou tout à fait. Un PDF, un EPUB, comme on va le voir. Ouais, merci François. Et, et donc, vous voyez, en fait, tous vos, tous les NFT ont donc un certain nombre d'identifiants. Donc là, on voit le standard, là, c'est un ERC 1155. Et donc ici, je clique dans les détails et j'arrive sur un site qui s'appelle Etherscan. Et donc Etherscan, en fait, c'est là où on retrouve la notion de registre. Parce que sur Etherscan, vous pouvez voir du coup l'ensemble des transactions sur la blockchain Ethereum. Et donc là, en l'occurrence, on voit l'ensemble des transactions qui sont liées à ce contrat. Donc, qui sont liées à la collection. Et donc, on retrouve les différentes informations afférentes autant à cette œuvre présente, mais également afférentes à ce qu'on appelle une collection. Vous voyez ici, notamment, c'est marqué collection. Donc, généralement, dans 95% des cas, quand vous faites des créations, au préalable, vous allez créer d'abord une collection. Donc, la collection, ça va être votre identité dans l'univers d'un NFT. Donc, vous avez votre collection et dedans, vous ajoutez vos NFT. Voilà en gros ce qu'est un NFT. Donc, pour conclure un peu sur ce qu'est un NFT, c'est finalement un objet numérique qui va être inscrit sur une blockchain. Et cette inscription sur la blockchain, là où ça change beaucoup de choses, c'est que cette inscription sur la blockchain, ça sert en fait de certificat d'authenticité.
Ce serait l'équivalent d'un certificat d'authenticité, autant d'une œuvre d'art ou même d'un livre d'art. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blockchains sont, ou en tout cas à l'heure actuelle, au moins depuis plus de 10 ans, inviolables. Donc vous avez une technologie, du coup, qui assure vraiment la sécurité. Et c'est vraiment, parfois c'est un peu difficile à comprendre, donc j'espère qu'au fur et à mesure, j'aimerais bien vous le faire comprendre aussi lors de l'émission. Mais tout l'intérêt des NFT, tout ce qui fait l'identité et la différence du NFT, et ce pourquoi il y a toute une économie qui se construit autour, c'est vraiment cela. C'est parce que on introduit une notion de propriété qui n'existait pas dans le numérique. Et par exemple, pour un livre, comme on va le voir, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont donner en fait la propriété de leur œuvre numérique. Donc parfois, ça va être par exemple des livres avec des chapitres inédits en NFT. Ou alors, peut-être que c'est le premier que je vais vous montrer finalement, parce que c'est quelqu'un de vraiment connu. C'est par exemple Frank Miller. Donc là, je vais peut-être vous montrer tout de suite une des, euh, un de ces NFT. Si je peux, Et en donc, fait, oui, le mot-clé, c'est certificat d'authenticité, puisque, mais, en fait, quand on achète, si tu achètes, je sais pas, un truc d'un peintre, on va dire Cézanne, hein, au hasard, finalement, on n'achète pas le Cézanne, ce qu'on achète, c'est le certificat d'authenticité. Si on l'achète 10 millions alors que c'est un faux, bah, on n'est pas content. Ce que rapporte finalement toute la blockchain, c'est la possibilité d'être absolument certain que l'œuvre dont il est question a un certificat d'authenticité unique et qui ne peut pas être modifié. ouais, ouais, tu as touché vraiment du doigt le cœur. C'est par exemple, effectivement, c'est voilà, je pense que ça a tout bien résumé. Alors, je vais faire un petit tour comme sur le chat. Ok, Monseigneur Algo, c'est ok pour vous pour la petite explication? Et du coup, voilà, là, je vous montre. Du coup, je retournerai peut-être après, mais juste pour conclure un peu ça, vous voyez ici, par exemple, là, on a une planche inédite de Sin City, en fait, qui n'existe pas, qui existe uniquement en NFT, qui existe en un seul exemplaire. Alors, à l'époque, elle avait été achetée, alors en Ethereum, elle avait été achetée 142 Ethers, et à l'époque, ça faisait 840 000 dollars. Et là, l'Ether, je crois qu'il est à 1800 dollars. Donc, vous fassiez 142 fois 1800 pour connaître la valeur actuelle. Mais voilà, vous voyez, finalement, c'est juste un peu une image numérique. Mais ce qui en fait sa valeur, c'est autant l'auteur, c'est à quel point cette BD est mythique, c'est le fait qu'elle soit vraiment unique et qu'on ne peut pas falsifier ce certificat d'authenticité, en fait. C'est tout cet ensemble qui fait, on va dire, le pilier de l'économie des NFT. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, il y a pas mal de personnes qui expérimentent. Parce que là, le marché du NFT, c'est des milliards de dollars à travers le monde. Et c'est des millions de créateurs, c'est des millions d'acheteurs. Voilà, il y a un vrai marché, une vraie dynamique. Voilà. Alors, je retourne un petit tour sur le Twitch. Ok. Bah, je ne sais pas si vous êtes encore là, du coup, Monseigneur Algo. Sinon, bah, ouais, dites-nous si tout va bien. Ou les autres personnes qui suivent, hein, du coup, bienvenue aussi. Et merci d'être présente. Et du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez aussi des petites questions, des petits commentaires, ou vous pouvez vous présenter. Voilà. Ok, du coup, bah, moi je vais enchaîner, je vais retourner sur mon premier NFT que j'avais avant. S'il veut bien revenir. Ok. Alors, ça va être le premier projet que je vais vous présenter. Donc, j'essaie d'organiser au fur et à mesure. J'ai quelques projets français déjà pour commencer. Et des projets parfois un peu simples à comprendre pour débuter, pour vous mettre un peu dans le jus au fur et à mesure. Alors, ici, on est dans un ouvrage autour d'une escort girl, d'une histoire autour d'une escort girl, l'archive d'une escort girl internationale, qui s'appelle Cellule 380, hein, donc édité chez NBE Éditions. Là, l'idée, la manière dont ils ont utilisé les NFT,
c'est qu'en fait, à travers le roman, vous allez voir ici, par exemple, vous allez voir ces fameux QR codes. Et en fait, à travers le roman, donc à travers le livre papier, en l'occurrence, vous trouvez dans les différents chapitres ce, euh, ce QR code. Et en fait, là, les QR codes, ils renvoient à la collection, à une collection NFT. Et en fait, dedans, dans ces NFT, vous allez avoir du coup des passages inédits de l'ouvrage. Donc l'idée, par exemple, de la maison d'édition, ça a été de faire cohabiter, du coup, d'un côté, le livre papier, et de l'autre, on va dire, une version numérique. Et là, donc comme très souvent, on va le voir au fur et à mesure, mais en fait, le NFT, c'est un peu comme un produit dérivé numérique, ou bien un enrichissement du livre. C'est un certain nombre, hein, depuis au moins 20 ans, il y a des éditeurs ou des auteurs qui essayent d'enrichir les livres papier, notamment avec des QR codes. Et là, c'est un peu une extension de cela, et à l'aide de NFT. Et donc, vous avez la possibilité d'être propriétaire, du coup, d'NFT de l'ouvrage. Et donc, voilà, on les retrouve ici, donc, sur la grande plateforme qui est OpenSea. Donc, c'est une des principales plateformes du marché. Donc, allez sur cette collection et sur une blockchain qui s'appelle Ethereum, dont je vous ai parlé avant. Il existe plusieurs autres blockchains dont on va parler au fur et à mesure. Et voilà, et du coup, vous avez la possibilité d'acheter l'œuvre. Et donc, pour acheter un NFT, de même que pour en ajouter un, il vous faut ce qu'on appelle un wallet. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez en haut à droite, je ne sais pas si vous le voyez avec le partage d'écran, même. Mais du coup, j'ai un wallet qui utilise ce qu'on appelle MetaMask. Je vais peut-être vous montrer juste vite fait le site, hein. Je crois que vous ne voyez pas ma barre d'outils. Voilà. J'utilise ce qu'on appelle MetaMask. Et du coup, ça me donne la possibilité d'avoir des crypto-monnaies. Parce que pour acheter un NFT, ça ne s'achète pas avec des euros ou du dollar. Il faut en fait la monnaie, de la crypto-monnaie correspondant à la blockchain. Je sais, on commence à aller dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc du coup, de manière très simple, hein, ici, on va dire quand on connaît, au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on connaît, là, on est sur une blockchain Ethereum, et donc j'ai besoin de la crypto-monnaie Ethereum pour acheter le NFT. Alors pour les personnes qui connaissent bien, vous sentez bien que je simplifie un peu, hein, mais voilà, de manière très simple, on va dire, c'est ainsi que ça fonctionne. Alors je lis juste votre commentaire, Nicolas. Ok. Ok. Oui, alors Nicolas, je vais essayer d'expliquer le mieux possible ces points-là au fur et à mesure. Et merci de votre présence et merci des partages, hein, sur Twitter. Bon, je ne sais pas si vous êtes sur Mastodon aussi. Et voilà. En tout cas, merci aussi pour vos partages. C'est sympa de votre part. Ok. Donc voilà, là, c'est notre premier cas d'usage. Donc voilà, on va dire vraiment l'ouvrage avec des NFT à côté. Ouvrage papier avec NFT à côté. Euh, donc le deuxième, c'est quelqu'un que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent peut-être. Il est toujours très en avance en termes de numérique. Donc c'est un auteur, hein, très en avance en termes de numérique. C'est Thierry Crouzet. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas, essayez de le suivre d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vraiment quelqu'un de référent. Alors lui, ce qu'il a fait notamment, il a fait pas mal d'expérimentations, vraiment en avance en plus, ça fait quelques années qu'il les a faites. Donc ce qu'il a fait. Donc là, l'exemple que je vous montre, le premier exemple que je vous montre de Thierry Crouzet, son idée, et c'est pas le seul à l'avoir fait, c'est qu'il a rédigé un roman uniquement vendu sous forme de NFT. Donc ce roman, il n'existe absolument pas
en papier. Il n'existera jamais en papier. Il n'existe pas non plus sur les autres plateformes, sur les librairies en ligne. Ce ne sera jamais le cas. Le seul et unique endroit où il est vendu et disponible, c'est sous forme de NFT. Voilà, c'est le seul endroit. Donc ça, c'est un modèle, c'est déjà un premier modèle qui existe. Lui, il est allé encore plus loin. Donc après, il y a pas mal d'expérimentations. Son cas, il est intéressant. C'est que du coup, il a décidé de le vendre qu'à un seul exemplaire. Donc, au total, dans le monde entier, il n'y a qu'une seule personne qui aura vraiment la propriété, l'authenticité du roman de Thierry Crouzet, Les Silencieux. À l'époque, je crois qu'il avait vendu, voilà, il avait vendu à 1 Ether. Or, à l'heure actuelle, ça n'a pas trouvé d'acheteur. Voilà. Peut-être que ça en retrouvera, que ça en trouvera un jour. Donc, ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Il y a des auteurs pour qui ça fonctionne. Mais n'empêche, vous voyez, le modèle, il est intéressant. Je vous donnerai d'autres exemples où il y a eu pas mal de ventes. Alors, pourquoi je vous ai donné aussi cet exemple? Parce que ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et que moi, je propose aussi demain en atelier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la communication aussi pour l'événement. Je fais aussi un petit atelier, pas dans le cadre de l'association, du coup, dans le cadre de ma société, où je propose 2 heures où on travaille justement l'ajout d'un NFT sur OpenSea. Et en fait, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a utilisé une option. Alors, il a rajouté la couverture comme image, et après, il a utilisé une option dans OpenSea qui s'appelle Unlockable Content. Et là-dedans, il a mis en fait un lien vers le PDF ou l'EPUB de l'ebook. Donc, donc voilà. Alors, très rapidement, il a créé une collection, il a fait Create. Et vous voyez là, dans l'option de création, il a mis ici une image, il a mis le nom de son NFT. Et donc là, dans OpenSea, ça c'est quasiment que dans OpenSea que vous avez ça. Vous avez cette option Unlockable Content. Et dedans, vous pouvez du coup mettre ce que vous voulez, un code, une URL, voilà, absolument ce que vous voulez là-dedans. Ou même du texte, beaucoup de texte. Et voilà. Donc ça, comme dit, je vous le montre en détail, tout le processus lors d'un atelier. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Alors, ce qui s'est passé, un peu dans l'historique de la réflexion de Thierry Crouzet autour de son expérimentation autour des NFT. Alors, je vais retourner juste sur parce qu'il a un blog, ou un site. Donc ça, c'est l'article où il raconte l'histoire autour de son roman inédit. Donc, je ne sais pas, François, si tu mets les liens, sinon je le ferai après. Et du coup, il a aussi un endroit. Voilà, bon, vous pouvez retrouver du coup en dessous ses autres expérimentations. Alors là, je voulais en arriver. Ce qui s'est un peu passé dans sa démarche, c'est qu'il a commencé avec ses NFT, donc sur la blockchain qui s'appelle Ethereum. Là, c'est un peu pour vous aussi, Nicolas, pour répondre un peu à vos interrogations. Donc, pour faire ça, donc, Ethereum, comme dit, c'est la principale plateforme des NFT. Donc, pour faire ça, il s'est doté du wallet que je vous ai montré, donc il a configuré, qu'il a installé, qui lui a permis de communiquer avec la blockchain Ethereum. Et après, il est allé sur OpenSea, il a connecté OpenSea avec son wallet Ethereum, il a créé sa collection et il a ajouté le NFT. Comme je vous ai montré très très rapidement. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, mais là, très rapidement, c'est la démarche. Ou sinon, sur ma chaîne YouTube de Numipage, vous pouvez trouver aussi un ensemble de vidéos qui vous montrent la démarche, autant pour les livres que pour de manière générale. Ça, j'ai oublié de te le mettre, François. Sinon, je le mettrai à la fin de l'émission. Donc voilà. Donc vous pouvez. Donc voilà, ça c'est sa première démarche. Par contre, il a été confronté à un problème.
Et Lucas, je pense que tu pourras en reparler aussi, que tu connais aussi, c'est que quand on utilise la blockchain Ethereum, encore à présent, on est confronté à ce qu'on appelle des gaz fees. Les gaz fees, c'est des espèces de frais, de transactions que vous allez payer à ce qu'on appelle des mineurs. Bon, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, vous les payez, ces gaz fees. Et parfois, ils peuvent être très élevés. Il y a des. Maintenant, ça a pas mal baissé sur Ethereum. Mais à un moment, par exemple, en plus de ce que vous payez pour acheter l'œuvre, vous pouviez payer parfois jusqu'à 100 euros ou 100 dollars de frais. Donc, par exemple, vous achetez votre livre 20 euros, ou l'équivalent de 20 euros, et en plus, vous payez 100 euros de frais. Ce qui est finalement un peu ingérable pour pas mal de personnes. C'est un modèle un peu compliqué, notamment pour l'édition. Et donc, en fait, pour remédier à ça, il y a un certain nombre de blockchains concurrentes à Ethereum qui se sont développées. Donc, par exemple, sur OpenSea, vous pouvez aussi travailler avec la blockchain Polygon. C'est très facile, hein, vous prenez MetaMask et du coup, quand vous créez votre collection ou votre œuvre, vous choisissez MetaMask au lieu de choisir Ethereum et du coup, il va tout faire pour vous, en simplifié. Donc voilà. Il y a aussi la plateforme Tezos, sur laquelle travaille du coup Lucas. Donc il pourra en parler un peu après, j'en reparlerai aussi. Et voilà. En tout cas, il y a d'autres blockchains, Binance Smart Chain, Solana et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un peu plus pour aller un peu plus pour vous répondre, Nicolas. Tac, tac, tac. Voilà, oui, les cours sont variables. Les cours des crypto-monnaies sont variables et vous pouvez les suivre sur CoinGecko. Ah oui, voilà, vous étiez sur Solana, oui, avec le wallet Phantom. Oui, tout à fait. Bon, vous aviez bien fait. Votre procédure, elle est en soi, elle est bien. Après, Solana, c'est déjà presque un peu pour experts. Donc, c'est non, c'est pas mal, mais ces temps-ci, elle baisse un peu. Oui, parce que je pense que vous avez peut-être pas réussi à ajouter de la crypto sur votre wallet. Alors, c'est plus facile maintenant c'est un peu plus facile avec MetaMask ou même avec Tezos, avec Temple, parce que vous pouvez acheter avec une carte de crédit. Du coup, ça facilite les choses. Donc, moi, je vous conseille peut-être que vous pourriez vous créer un petit, pendant maintenant que vous nous écoutez, Nicolas, essayez peut-être de vous créer un petit wallet sur Temple, parce que peut-être qu'il y a des choses qui pourraient arriver sur votre wallet, on ne sait jamais. Peut-être que par miracle, il pourrait avoir un NFT qui arrive sur votre wallet. Ça peut arriver, vous voyez. Ou même voilà, on ne sait jamais. Alors, moi je vais continuer, parce qu'il faut quand même que j'avance, parce que l'heure a déjà bien tourné. Peut-être qu'on débordera un tout petit peu, François, exceptionnellement, si ça ne te dérange pas. Jamais. Ok, je préviens tout le monde. Écoutez, peut-être qu'on va un peu déborder parce qu'il y a pas mal de choses quand même à voir. Ce serait dommage, au moins vous montrer. Je vais essayer d'accélérer en tout cas. Ok, je vous ai monté Thierry Crouzet. Alors là, je voulais vous montrer. Oui, celui-là il va assez vite. Voilà, bah écoutez, je vais enchaîner un peu les exemples. Alors là, c'est un peu ce que je vous disais. Donc là, c'est des Anglais, des Américains. Donc ils ont une plateforme voilà, qui s'appelle BookGo Social. Donc ils vendent des e-books, mais aussi des e-books NFT. Et là, l'idée, tout simplement, hein, c'est ils vendent en fait des e-books euh, avec des fins, avec une fin qui existe seulement dans la version NFT. Vous voyez, par exemple, là, l'auteur, il a donc créé cet e-book. Et donc, quand vous achetez le NFT, bah, vous avez une fin spéciale qui n'existe pas dans la version numérique normale. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique. Vous voyez, en version papier, ce sera un peu l'équivalent d'un livre collector, en fait.
Vous voyez, le NFT, en fait, ça rajoute, on va dire, des fonctionnalités au livre numérique, ou bien ça enrichit le livre papier. Donc, souvent, on peut faire l'analogie soit avec le livre d'art. Donc, le NFT, ce sera un peu un version numérique d'un livre d'art, ou alors un produit dérivé. Voilà, notamment. Euh, donc, toujours un peu sur cette notion de produits dérivés, pour le coup. C'est Hachette qui avait fait un peu une expérimentation. En gros, il proposait aux acheteurs toujours du livre papier. Donc, je crois les 50 premiers acheteurs de l'ouvrage de Maxime Girardot, Ego, ils avaient droit en fait à la couverture du NFT. Alors, je dois quand même passer 5 minutes sur cet exemple, parce qu'il est assez représentatif de ce qui se fait de plus en plus. Alors, d'un côté, ça a été très moqué sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui n'aiment pas les NFT. Et quand un acteur, on va dire, traditionnel le fait, parfois il y a des moqueries où on leur dit ah, ça sert à rien, ça sert à quoi et compagnie. Donc voilà, sachez-le, si vous vous lancez, il y a aussi quand même des personnes qui sont, on va dire, réticentes à ça ou qui rejettent un peu cette technologie. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi des personnes enthousiastes. Mais en fait, ce qui se passe de plus en plus, un peu dans l'édition, beaucoup dans la musique, beaucoup dans le jeu vidéo, et énormément ou beaucoup dans l'art, et beaucoup dans les grandes marques, par exemple les marques de sport, les marques de luxe, dans la mode et ainsi de suite, c'est qu'ils utilisent les NFT pour créer de l'engagement. Vous voyez, en complément des réseaux sociaux, ils vont utiliser en fait les NFT, par exemple pour des jeux concours, ou pour engager leur communauté, ou les personnes qui ont les NFT auront droit à des accès spéciaux. Et on peut créer par exemple des communautés sur base de NFT. Donc j'ai un exemple quand même au niveau du livre. Voilà, c'est un projet, ce projet-là, Jenkins The Valet. Et en fait, l'idée ici, c'est que c'est une communauté d'écriture, donc à plusieurs personnes. Excusez-moi, juste point technique. François, tu as pensé à enregistrer l'émission sur OBS? Oui. Ok, désolé. Et du coup, ouais. Vous avez la communauté et donc vous avez vos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui, le... qui veulent participer à la communauté, du coup, ils achètent le NFT et du coup, ils peuvent créer au sein de la communauté et ils ont en fait un personnage et ce personnage, il est représenté par le NFT. Et au fur et à mesure, on va dire, il peut s'améliorer. Et vous voyez, vous pouvez recevoir d'autres NFT au fur et à mesure. Et ces NFT, l'idée, c'est qu'ils peuvent avoir de la valeur. Parce qu'au fond, quand même, le nœud, ce qui fait, qui attire quand même, c'est que c'est des objets de collection. Donc de même que dans le monde réel, par exemple, un livre, quand on veut un autographe, c'est par exemple, on est fan de la personne, et une petite partie de nous, peut-être, souhaite qu'à un moment, la personne soit connue, par exemple, pour que ça ait de la valeur, même si on le garde. Les NFT, c'est un peu pareil, en fait. Ou parfois, on va acheter la première version d'une BD d'Astérix. Ouais, parce on aime la collection. En fait, le NFT, c'est vraiment la même logique. Parce que voilà, on aime bien l'univers et une part de nous espère qu'à un moment, ça puisse prendre de la valeur. Même si on ne le vend pas, mais vous voyez, c'est comme ça qu'est l'être humain. On aime bien collectionner, quoi. Donc, ou certains, en tout cas, aiment bien. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on a aussi cette possibilité, on va dire, vraiment de communauté. Et ça, par exemple, dans la musique, c'est aussi très présent. Donc, il y a de plus en plus de musiciens, ce qu'ils font. Il y a des plateformes. En fait, vous achetez le NFT
de l'artiste, Snoop Dogg, pas n'importe qui, hein, Snoop Dogg, s'il vous plaît. Et il propose ça, donc vous pouvez acheter des NFT Snoop Dogg, et du coup, ça peut vous donner droit à des accès, par exemple spéciaux lors de concerts, lors de soirées VIP, et ainsi de suite. Bref, donc le NFT est lié à des choses spéciales. On va dire ça comme ça. Je vais faire un petit tour sur le Twitch pour voir aussi si je m'exprime bien. Est-ce que vous avez des questions? Et là, non, mais pour l'activer, Nicolas, vous n'avez pas besoin d'acheter de crypto. Donc vous pouvez très bien utiliser le wallet sans avoir de crypto dessus, en fait, hein. Euh, alors, tac, tac, tac. Alors, je voulais encore vous montrer, j'en ai encore deux, trois petits exemples. Bon, là, je vais aller vite, mais comme ça, je vous montre ça. Tout. Voilà, donc là, c'est juste un autre exemple. Encore un projet français, même s'il est en anglais. Alors là, l'idée, c'était. Ils sont partis de nouvelles, voilà, donc qui sont proposées gratuitement sur Internet. Donc, c'est des courtes nouvelles. Donc, ils décrivent tout un univers de science-fiction. Et en fait, sur la base de cet univers, ils ont créé un jeu de cartes, un peu, vous savez, comme les cartes Pokémon ou les cartes Magic, mais en version numérique. Donc ça, c'est très courant en NFT, on fait beaucoup ça. Et en fait, donc les cartes, vous pouvez commencer gratuitement. Et après, on va dire les cartes un peu plus puissantes, pour aller un peu plus loin dans le jeu, elles sont en NFT. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant. Mais on va dire quand même, dans ce projet NFT, c'est quand même le livre, dont les livres, qui font vraiment la jonction. Donc le livre, même s'il n'est pas NFT, c'est lui qui est le point de départ du projet NFT. Voilà, c'est encore une autre manière, on va dire, de faire. Bon, je vous montre très rapidement. Là, je vais vous montrer un ouvrage de Black Butler. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a condensé un de ses ouvrages qui n'a jamais été vendu sous forme de GIF. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage qui a. Donc vous voyez, il n'a pas fait comme Thierry Crouzet. Là, l'ouvrage en soi, il est illisible. Vous ne pouvez pas le lire en fait. Finalement, c'est une œuvre d'art, hein, comme c'est assez courant. Et donc c'est une œuvre qui est condensée dans un GIF, et donc qui est vraiment un ouvrage inédit. Et donc lui, le proposait à 5 Ethers. Est-ce qu'il a vendu? Non, il n'est pas arrivé non plus à le vendre celui-là. Je crois qu'il y en a un autre qui l'avait vendu. Du coup, il a réessayé. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer. Bah, écoutez, je vais vous montrer un dernier exemple. Bon, je vais d'abord aller sur l'article. Donc là, c'est un exemple de Joseph Nassise. Alors lui, par contre, lui, il a vendu, hein. Donc Lucas, c'est le projet dont je te parlais au téléphone. Donc, je vous montre d'abord l'article qui parle de ça. Donc déjà, il a tout vendu en 45 secondes. Et donc en 45 secondes, il a vendu 2700 livres NFT de son ouvrage. Et en moyenne, je dis bien en moyenne, je vais vous dire pourquoi, il les a vendus à 18 $. Et donc on avait fait le calcul, voilà, ça fait environ 50 000 $, voilà, de vente d'un coup. Mais par contre, voilà, c'est un auteur quand même qui est assez connu, on va dire qu'il y a quand même des médias derrière lui. Donc ils disent, voilà, il est rédacteur au New York Times, USA Today, Der Spiegel. Donc c'est un auteur de best-seller, donc vous voyez, il partait pas de rien. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Déjà, c'est pour deux raisons. Déjà, c'était quand même pour vous montrer des exemples d'auteurs qui arrivent à vendre quand même de la quantité en NFT, quand même pour une certaine valeur, hein. Parce que là, on parlait, quand je calculais, c'était 50 000 $.
Donc, vous voyez, c'est vraiment pas rien, c'est pas rien du tout. Donc, bon, en France, arriver à ce point-là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas, on sait jamais. Et du coup, lui, il a vendu. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle book.io, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, je vais juste aller sur la fiche de l'ouvrage. Donc là, on est sur book.io et Hérétique, donc l'ouvrage dont je vous parle. Alors, pourquoi je veux aller là-dessus? C'est qu'en fait, il fait quelque chose que je devais vous expliquer. C'est un peu la complexité, un point un peu plus complexe à la fin. C'est qu'en fait, dans les NFT de manière générale, avant de parler des livres, mais les NFT, souvent les œuvres d'art par exemple, pour, pour introduire une notion de rareté, on utilise ce qu'on appelle des attributs. Donc un attribut, ça va par exemple dire que la personne a des cheveux ou a pas de cheveux. Les cheveux sont blonds, sont roux, sont noirs, sont chauves, sont avec des nattes, et ainsi de suite. Les yeux sont bleus, verts, ce que vous voulez. Accessoires avec cigarette, sans cigarette, avec cigarette électronique, tout ce que vous voulez. Et en fait, de manière volontaire, il y a certains attributs du NFT qui seront plus rares. Évidemment, qui dit plus rare, dit rareté. Et donc, plus l'objet est rare, plus il sera cher. Et bien ça, c'est dans cette plateforme notamment, ils utilisent cette notion de rareté. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement, quand vous allez acheter votre ouvrage, ben, selon la couverture qu'il va avoir, ben, ou selon ce qui est expliqué ici, en fait, ben, vous allez avoir plus ou moins de chances euh, d'avoir une version rare ou pas. Ou je vais dire ça autrement, c'est une fois de plus comme un papier. Ben, vous pouvez avoir ben, un ticket d'or, par exemple. Je crois que c'est avec toi, Lucas, qu'on en parlait du ticket d'or, je ne suis plus sûr, mais bref. Ou en tout cas, vous pouvez ou avoir voilà, une version un peu spéciale, une version bonus, une version avec des ajouts. Et donc là, c'est exactement pareil. Et vous voyez, par exemple, le plus rare, c'est celui-ci. Et donc, il y a sur les presque 3000 e-books qui ont été vendus, il n'y en a que 0,11 qui ont cette couverture. Et du coup, vous voyez, s'il commence vraiment à avoir de la demande pour, pour cet ouvrage, donc s'il commence vraiment à être rare ou recherché pour une raison ou pour une autre, pour la NFT, bah évidemment, ceux qui sont là, ils seront particulièrement chers. Et donc, parce qu'ils ont plus de valeur, parce qu'ils sont plus rares. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose déjà d'un peu plus avancé dans les stratégies, on va dire, de vente, mais qui introduit cette notion de rareté. Bah, j'essaie d'être le plus clair possible, hein, c'est pas trop facile en, euh, en 20-30 minutes de tout vous expliquer. Hein, mais... Anina Protocol, moi je connaissais pas Nicolas. Euh, J'utilise Fanfare par exemple aussi. Okay. Alors, on va regarder les plateformes. Donc là, je vais finir un peu les cas d'usage. Donc j'espère que je ne suis pas allé trop vite quand même et que ça vous a montré quand même des exemples aussi intéressants qui vous ont inspiré ou qui vous donnent un peu des idées. Euh, Lucas, comme ça, quand même, tu en penses quoi, toi, de cette première partie? Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Il y a une diversité d'usages. Ça montre bien ouais, différentes approches de cette question de la rareté, de l'authenticité, avec voilà, soit cette idée du one-one, de l'édition unique, ou alors des éditions avec des raretés qui varient, de jouer sur l'aspect plus visuel ou sur l'accès à différents contenus. Ouais, je trouve que ça montre bien le potentiel, ouais. François, c'est OK pour toi?
Oui, c'est clair. De mon point de vue, ça donne même des idées. Euh, j'ai une petite remarque, c'est qu'en fait, ça force les auteurs, je pense notamment en termes d'écriture, hein, à être un peu, d'une part, à tenter l'originalité à tout prix sur plein de choses. C'est pas forcément le travail, enfin de passer à l'originalité avant de penser à son travail artistique, ça me semble un peu bizarre, mais c'est pas, voilà. Et puis la deuxième chose, quand même, peut-être, c'est aussi que, d'une certaine façon, il faut, quand on est un peu seul, on est dans l'écrit, mais on doit aussi faire un travail graphique. Donc aussi travailler avec des graphistes éventuellement. Là, je vois justement, tu présentes Cellule 381. C'est l'exemple assez typique. Alors je ne sais pas si cette personne s'occupe de l'écriture et du travail graphique autour, mais nécessairement, à partir du moment où on veut attirer les gens vers des choses qui sont de l'ordre de la rareté, de l'intérêt, etc., et de l'attachement, eh ben, il faut travailler assez fortement sur un certain nombre de choses qui sont interreliées autour justement de l'intérêt, de l'originalité, du travail graphique, du travail d'écriture, du travail de mise en scène dans un environnement numérique aussi. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve. Euh, et moi, ça a toujours été un peu bon, j'écris un peu, quoi, mais j'ai jamais vraiment mis les pieds dedans à cause de ça, parce que comment trouver le bon angle de l'originalité, mettre en scène autour des réseaux sociaux, autour des plateformes, autour de son propre site, etc. Ça devient un boulot d'auteur assez complet, quoi. Voilà. Effectivement. Ouais. Je regrette qu'on n'ait pas limite plus de temps, ça. Je me sens pressé par le temps parce que c'est tellement passionnant. Je suis désolé d'amener des trucs dans le débat, quoi. Vraiment. Non, mais c'est toute la question de l'auteur-entrepreneur, quoi. Je pense que Lucas, peut-être qu'on reparlera aussi de ça, quoi. Ouais. Alors, par contre, je vais juste rebondir sur ce que vous dites, Nicolas, par rapport au droit d'auteur. Parce qu'il y a un aspect que dont j'ai oublié de vous parler, mais qui est super important. Donc, il faut absolument que j'en parle. C'est que, en fait, il y a quelque chose, un des autres intérêts des NFT, c'est qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle un creator earnings. Donc déjà, en fait, quand vous allez vendre le NFT par exemple sur OpenSea, donc qui est la principale plateforme de NFT, hein, que je vous conseille pour les livres. Donc, comme je vous ai montré avec Thierry Crouzet. Et en fait, déjà, quand vous allez vendre la première fois votre NFT, vous allez toucher 97,5% de la vente, hein. Même si c'est en crypto-monnaie, mais n'empêche, vous recevez une somme gigantesque par rapport à toutes les autres plateformes qui peuvent exister en papier ou en numérique, hein. Première chose. Et surtout, quelque chose qui existe nulle part d'autre dans le circuit de l'édition, c'est que sur chaque revente, vous allez toucher un pourcentage. Et ça, parfois, ça peut être super intéressant. Parce que bon, effectivement, si le livre, il se revend 1 ou 2 euros, 5%, ça ne fait pas grand-chose. Mais par contre, on va prendre l'exemple de la planche de Sin City, par exemple, de Frank Miller. Donc, il a vendu, je ne sais plus, je crois, 280 Ethers. Et maintenant, imaginons que la personne le revende 500 Ethers. On va dire, allez, il le revend 1 million, plus d'1 million 500 000. Et que le creator earnings est à 5%, bah, du coup, il va toucher, Miller, il va toucher 75 000 $ sur la revente. Et ainsi de suite. S'il y a une autre revente, il retouche, il retouche et il retouche. Et donc, sur l'ensemble de toutes les reventes, de toutes les offres qu'il ajoute. Donc ça fait partie aussi des points qui sont vraiment importants
pour la blockchain. Et le dernier, j'ai juste oublié, qui est un peu technique, c'est qu'il existe aussi, on va dire, un protocole de fichiers qui s'appelle IPFS et qui, du coup, permet aussi de stocker vos fichiers de manière décentralisée. Pas nécessairement sécurisée, il n'y a pas de DRM dessus, du coup, mais par contre, ils ne peuvent pas vraiment disparaître. Donc, ils peuvent être pour l'éternité, tant qu'il y a un peu de réseau quelque part sur l'univers, présent quelque part. Voilà. Donc, c'est une alternative assez intéressante, notamment pour les personnes qui aiment bien le libre ou qui ont envie, on va dire, que leur site ou que leurs ouvrages leur survivre sur Internet. L'IPFS, c'est une bonne possibilité. Donc pour les personnes les plus techniques, je vous laisse un peu découvrir et chercher ce qu'est exactement l'IPFS. Alors, du coup, les plateformes. Donc là, je vous ai quand même présenté OpenSea. Donc voilà, comme dit, pour ajouter son ouvrage, vous avez besoin de MetaMask. Donc, Nicolas, hein, pour ajouter quelque chose sans avoir la moindre crypto-monnaie, moi, j'utilise OpenSea et MetaMask et je choisis la blockchain Polygon, en fait. Donc, je vais là, je vais dans My Collection, c'est ça. Attendez, comment j'ai fait? Je fais My Collection, je crée une collection. Voilà, je fais ça. C'est ce qu'on voit demain. Et là, je choisis blockchain. Et là, je choisis Polygon. Et après, même chose, donc je remplis toutes les infos, le blablabla. Et ici, une fois que j'ai créé ma collection, il faut d'abord créer la collection. Une fois que j'ai créé ma collection, je choisis ici aussi Polygon. Et du coup, quand je fais créer avec MetaMask, il me propose de signer des contrats et tout ça. Et en faisant comme ça, vous n'avez pas besoin d'argent sur votre wallet. Donc c'est comme ça que moi je fais en atelier ou en formation pour créer, une première collection sans crypto. C'est la seule manière qui marche vraiment bien. Voilà. Ok. Alors, donc voilà, ça c'était pour OpenSea. Alors, le seul défaut d'OpenSea, c'est que sur OpenSea, quand vous êtes auteur, vous ne pouvez pas rajouter directement du PDF ou de l'EPUB. C'est pour ça que du coup, ici, on ajoute l'image de couverture et qu'on utilise l'option Unlockable Content pour ajouter du coup le lien vers l'EPUB ou le PDF. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Après, sur Ethereum, il n'y a pas vraiment de plateforme, j'en ai pas entendu parler, qui permettent d'ajouter directement du PDF ou de l'EPUB. Par contre, il y a donc d'autres plateformes qui permettent ça. Alors, il y en a une, par exemple. Voilà, donc j'en ai plusieurs, hein, je vais vous montrer. Alors, il y a Mindbase. Alors, attention, je vais juste vous dire quelque chose de super important là dans ce que je vous dis. Il faut vraiment faire très attention. OpenSea, c'est une grosse plateforme. Ça fait des années qu'elle existe. C'est une plateforme stable. Donc, on va dire qu'il y a un risque moyen. Dans tous les cas, à partir du moment où vous utilisez la blockchain des NFT, sachez qu'il y a un risque toujours élevé de hack, de perte de valeur de vos crypto-monnaies, et ainsi de suite. Voilà. Donc, OpenSea, on va dire, c'est un endroit dont, à l'échelle des cryptos, peu risqué, à l'échelle globale, on va dire moyennement risqué. Voilà. Maintenant, tous les autres que je vais, donc beaucoup d'autres que je vais vous présenter, souvent le risque est plus élevé. Alors, pourquoi? Parce que c'est des petites plateformes. Et qui dit plus petites plateformes, ça peut être finalement des hackers qui créent ça, qui font leur joli com et qui repartent avec vos fonds. Ou alors, c'est des personnes qui sont sincères
mais qui ne sont pas très fortes en développement. Et finalement, la plateforme se fait hacker et vous perdez tous vos fonds. Ou alors, c'est un projet qui est lancé. Vous allez dessus, vous achetez un peu les cryptos, vous dépensez de l'argent. Mais en fait, le projet n'aboutit pas et vous perdez votre argent. Donc, tout ce qu'on va voir, c'est risqué et vous le faites uniquement à des fins d'expérimentation avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin, en faisant très attention. Et je vous conseille de manière générale, quand vous vous lancez dans le domaine crypto-monnaie, NFT et compagnie, de vous doter d'un antivirus, payant un vrai bon antivirus. Parce que sinon, ça peut vraiment. Voilà, c'est quand même des domaines un peu risqués. Voilà. Maintenant que je vous ai donné la notice, je peux vous parler un peu de projet. Alors ici, par exemple, cette plateforme, elle permet d'ajouter des PDF. Voilà. Donc ça marchera comme OpenSea. Ça sera toujours le même fonctionnement, hein. Vous avez besoin d'un wallet. Donc lui, il utilise une blockchain émergente qui s'appelle NEAR, N-E-A-R. Donc vous devez utiliser un wallet compatible avec NEAR. Bon, je ne le connais pas, je n'ai jamais trop utilisé. Là, c'est NEAR Wallet. Voilà. Donc vous voyez, souvent, il faut regarder un peu ce qu'on vous propose sur la plateforme. Donc vous avez besoin voilà, de ce type de wallet. Donc ce n'est pas possible avec MetaMask pour le coup. Donc vous téléchargez le wallet et vous vous connectez. Et après, généralement, effectivement, Nicolas, c'est un peu ce que vous dites, c'est que généralement, pour se lancer sur beaucoup de blockchains, vous avez besoin d'un minimum de crypto. Et souvent, il y a pas mal de wallets où vous pouvez acheter avec votre carte bancaire, en fait. Donc ça, on reverra peut-être après. Voilà. En tout cas, NIR, vous pouvez ajouter des PDF, mais pas d'EPUB. Alors, pour de l'EPUB, il y a par exemple ce projet que j'avais vu, qui s'appelle Publica. Donc là, même chose, hein, drapeau rouge, faites très attention. C'est un petit projet. Ils essayent leurs choses. Mais là, en tout cas, ici, vous pouvez rajouter de l'EPUB. Voilà, vous pouvez vendre vos EPUB sous forme de NFT. Voilà. Ensuite, il y a celui qu'on a vu avant, donc book.io. Book.io, moi, il me semblait intéressant. Avant la préparation de l'émission, je ne l'avais pas encore dans ma liste. Mais vu qu'il y a quand même des auteurs qui l'utilisent pas mal, qu'il y a eu des ventes quand même déjà assez importantes, et il y a, vous voyez, il y a quand même il y a quand même des livres dessus. Ce qu'ils proposent, c'est pas mal. Vous voyez, la manière dont on peut construire la rareté sur la plateforme, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'ils utilisent plusieurs cryptos possibles. Vous voyez, lui, il est sur Ethereum. Lui, il est sur Polygon, celui dont je vous parlais avant. Il y a Cardano aussi, que je ne vous conseille pas spécialement pour les NFT. J'ai vu Sol aussi, donc Solana. Je l'ai vu où avant? Bref, il y a plusieurs. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc voilà, peut-être que Book.io peut aussi être une possibilité. En fait, il faut expérimenter. Vous trouverez aussi votre plateforme. Lucas pourra aussi vous en parler dans 5 minutes là sur comment il a choisi aussi. Moi, je vais encore 3 plateformes à vous montrer. Et après, ce sera la parole à Lucas. Et je pense qu'on aura tenu notre timing. Du coup, là, je vous montre Creatokia, donc il y a un projet européen qui vient d'Allemagne. Et du coup, voilà, c'est pareil. C'est après le même principe. Donc là, je crois qu'ils sont plus aussi sur le principe de communauté, donc de NFT. Et après, on essaie de construire sa communauté à partir du livre. Voilà, celle-là, elle tourne aussi. Elle est un peu connue, hein, on en parle facilement quand même de Creatokia dans l'univers des livres NFT.
Donc ça peut aussi être une première passerelle. Les deux autres que je vais vous montrer sont plus expérimentales. Ça fera la bonne transition avec ce que fait Lucas. Et donc, les deux que je vais vous montrer là, ils utilisent la blockchain Tezos. Et donc, la blockchain Tezos, voilà, ça fait partie des blockchains assez dynamiques. Et là, en fait, typed.art, c'est en fait des tout petits textes, vous voyez, qui sont présents. Voilà, c'est une expérimentation autour de textes où on utilise les lettres pour faire un peu des œuvres. Et donc, vous pouvez les acheter, hein, ça vaut, certaines valent quelques centimes ou ainsi de suite. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Voilà, c'est un peu plus sympa. Vous voyez, par exemple, ça, c'est déjà un peu plus sympa. Ou ça, et ainsi de suite. Et voilà, donc la plateforme, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, vous voyez, c'est un peu un mélange un peu d'art, d'écriture. C'est tout un domaine, oui, expérimental. Et le dernier, qui est également sur Tezos, c'est, voilà, bon, il y en a pas mal d'autres, hein. Donc là, c'est juste pour des haïkus. Voilà. Vous avez des haïkus qui sont sur Tezos. Et vous pouvez, vous pouvez les acheter également. Donc, deux Tezos, là, ça fait 1,40 € à peu près. Ce que je vais faire avant de donner la parole, je crois, Lucas, c'est que je vais arrêter mon partage et je vais juste changer mon type de partage une minute pour partager tout l'écran. Et ça, c'est notamment donc, un peu pour tout le monde. Donc, les personnes qui veulent un peu plus suivre ce que dit Lucas et peut-être aussi tenter de gagner du coup une de ses œuvres, vous pouvez vous créer un wallet de Tezos. Donc, ça s'appelle Temple Tezos Wallet. Alors, Temple Tezos Wallet. Et voilà, je vais vous mettre le lien sur le chat. Donc, quand vous le faites, voilà, vous faites télécharger. C'est une extension sur votre navigateur. Donc, utilisez un navigateur qui est sur la base de Chromium. Donc, Chrome, Edge, Brave, et ainsi de suite. Et donc, ça peut marcher sur d'autres, mais pas toujours. Et du coup, vous suivez les étapes. Vous conservez bien la clé qui vous dit de conserver. Vous mettez votre mot de passe. Et voilà, je vais vous mettre le petit truc. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, tac. Donc là, normalement, vous le voyez, hein. Et donc là, c'est ce qu'on voit de. Ça, c'est votre wallet. Et vous voyez, Nicolas, notamment, si vous voulez acheter la crypto directement dans Temple ou dans MetaMask, vous avez une option Buy. Et du coup, avec cette option, vous pouvez payer par carte bancaire, en fait. Du coup, vos cryptos arrivent directement sur votre wallet, tout simplement. Ça vous simplifie la procédure, en fait. Voilà, moi, je travaille comme ça avec MoonPay généralement. Bref, voilà. Tac, tac, tac. Bah, écoutez, je vais arrêter le partage pour l'instant. François, bah, tu peux mettre Lucas déjà en animateur, peut-être. Et moi, je vais juste regarder dans le chat parce que j'ai pas pu regarder pendant 5 minutes. Et je vais peut-être juste répondre s'il y a une ou deux questions. Au niveau des droits d'auteur, c'est pas très innovant. Bah, en fait, juste par rapport à votre remarque, droits d'auteur et NFT, en fait, effectivement, il n'y a pas de. Pour l'instant, la juridiction du droit d'auteur NFT est encore en débat. Du droit d'auteur. Bah, en fait, oui, tout ce qui est NFT, droit d'auteur, c'est un peu en débat. Il y a un certain nombre il y a une récompense. Oui, sur la récompense, ce serait possible. C'est possible même que ça existe déjà. Effectivement, avoir une récompense par rapport au nombre de pages qu'on a lues. Je me demande si c'est possible que ça existe. Ouais. Les personnes qui acquièrent le NFT peuvent le revendre, oui.
Et voilà, donc ils peuvent le revendre. Et si, il y a plein de scams, hein, tout à fait. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer un fichier qui soit modifié à chaque revente, par exemple? Ça, c'est plus compliqué. Modifier un NFT, en fait, c'est un peu contraire à l'esprit parce que sur la blockchain, elle est pensée pour ne pas être modifiable. Alors, c'est un peu possible, mais c'est un peu compliqué. Par exemple, avec Sénat, sont pas les études de comment sur les innovations en termes d'électron numérique. Ok, on regardera, je l'ai fait tantôt. Ok, ah oui, donc ce que vous avez mis, donc ça c'est votre adresse Tezos, hein, Nicolas TZ, je pense. Oui, ce sera ça qu'il faudra partager. Et oui, c'est minimum 30 euros, hein. Désolé pour le minimum d'achat. Ok, bah, on va se lancer, Lucas. Ok, c'est parti. Bah écoutez, ben, là on va passer à la troisième partie de l'émission. Donc comme je vous disais, la première partie, ça consistait la première partie, elle consistait à voir un peu les cas d'usage et les projets. La deuxième, c'était un peu de vous montrer les plateformes où vous pouvez ajouter vos ouvrages. Et la troisième, on s'est dit que c'était intéressant que vous puissiez poser des questions à un auteur et créateur qui, qui justement expérimente et utilise les NFT. Donc Lucas, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Merci à toi pour ta présence. Pour chaque fois répondre présent parmi nous, hein, c'est vraiment sympa de ta part. Avec grand Et en plaisir. plus, chaque fois, c'est vraiment intéressant. Ouais, t'expérimentes beaucoup, donc c'est bien chouette, c'est bien intéressant. Et du coup, bah, aujourd'hui, on voulait te poser des questions parce que on sait que tu as pas mal expérimenté autour des NFT. Donc, je sais pas, je pensais peut-être pour commencer, tu peux peut-être montrer un peu ce que tu fais, tout simplement. Déjà dire, parce que j'ai fait une intro rapide, mais présente-toi peut-être un petit peu. Déjà, Ouais. qui tu es, ce que tu fais, voilà, tu travailles autant d'artistes que d'auteurs et ainsi de suite, hein, pour Ok, commencer. donc moi je m'appelle Lucas Lejeune, donc je suis artiste, auteur, je travaille principalement autour du numérique. Et alors moi je suis présent dans l'association Archipel Numérique, plutôt à la base par rapport à ma pratique de l'écriture, mais j'ai une pratique un peu hybride en fait entre l'art visuel, l'écriture. Je jongle un peu entre les deux, parfois j'essaie d'hybrider, voilà, mais pour l'instant ma pratique du NFT c'est surtout centré autour de ma pratique visuelle, plus que de ma pratique du texte, même si c'est quelque chose que je considère et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi beaucoup d'écouter, de considérer les exemples que tu as donnés. Euh, donc voilà, moi ça fait 1 an à peu près là que j'ai commencé à expérimenter un petit peu avec la blockchain, à vendre des NFT. Et voilà. Alors avant de vous montrer directement ce que je faisais, je voulais essayer de vous expliquer un petit peu d'où ça venait et pourquoi est-ce que j'ai commencé à bosser sur ce format-là et sur le format sur lequel je bosse et un peu la genèse en fait de cette pratique-là, quoi. Vas-y, on t'écoute. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je sais pas si c'est bon. Ouais. Donc moi à la base en fait, donc quand j'ai commencé à travailler l'animation graphique, en fait quand j'ai commencé à bosser avec un ordi, je me suis amusé à faire des petites boucles en fait, des petites boucles vidéo, des petits gifs. Alors je sais qu'il y a un débat sur la question de s'il faut dire GIF ou GIF. Moi j'ai tendance à dire GIF en français et GIF en anglais, GIF comme girafe. Bon voilà. Donc moi je dis GIF. Et donc voilà, je faisais des petites animations comme ça. Donc soit des trucs géométriques très simples que je faisais sur Photoshop, ou alors des trucs un peu plus complexes en 3D sur Quartz Composer à l'époque, et un peu d'After Effects aussi. Donc voilà, moi j'ai très vite été attiré en fait par cette idée de la boucle en fait, c'est-à-dire de créer des petites entités comme ça qui bougent et d'avoir ce côté hypnotique. Donc voilà, je publiais ça un petit peu sur Tumblr ou sur des choses comme ça. Mais la première application réelle en fait que j'ai trouvée à ça, c'était dans le monde du VJing en fait et du mapping.
En fait, c'est-à-dire que j'ai été amené à bosser comme VJ, donc à mixer en fait des images dans des soirées, donc sur de la musique techno, trance, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas mal bossé dans le milieu de la nuit. Donc on va faire des installs avec des vidéoprojecteurs, des structures, et en fait à mixer ces boucles qui sont devenues donc une sorte de matière première en fait que je manipulais en temps réel. Donc sur une interface qui ressemblait à ça quoi. Donc c'est un peu comme un logiciel de mixage audio, sauf qu'en fait on va mixer des boucles vidéo, on va les superposer, rajouter des effets avec un contrôleur, etc. Enfin, voilà, moi je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et en fait autour de ça, j'ai découvert une plateforme qui est une plateforme en fait. Alors c'est vraiment un truc de niche, ça s'appelle Vidéopong. Ça ressemble à ça. Et alors vous allez voir le lien avec les NFT en fait, c'est que l'idée c'est que c'est vraiment une plateforme qui est réservée aux VJ, donc aux gens qui mixent comme ça de la vidéo en soirée, pour échanger leurs boucles en fait. C'est-à-dire qu'en fait on upload des boucles. Et donc là, il y a pas c'est pas sur la blockchain, mais il y a un peu cette idée d'un système de rareté, parce qu'en fait, quand on upload des boucles, on a un ratio, c'est-à-dire qu'en fait, pour une boucle uploadée, on a le droit d'en télécharger 3. Donc en fait, il y a un système un peu d'échange comme ça. Euh, alors là, c'est un espèce de classement en fait où tu vois tout le monde tous les gens qui ont posté les boucles. Et on peut voir que là, moi, je suis le numéro 2, c'est-à-dire que je n'ai posté 418. Le numéro 1 en a mis 442, mais bon, j'en ai quand même pas mal partagé. Ça, c'est mon profil. Et on voit que j'ai quand même un ratio qui est bas. Parce qu'en fait, voilà, j'en ai mis 400, mais j'en ai téléchargé plus de 2000, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, moi, en soirée, après, je mixais les boucles que moi j'avais fait avec les boucles que j'avais trouvées. Et du coup, je jouais aussi avec des choses que j'avais pas créées moi-même, quoi. Donc voilà, c'était des boucles de ce genre-là. Donc voilà, ça, c'est des trucs qui datent un peu, hein. Vous voyez, ça a été posté ça en 2013. Donc on voit à chaque fois le nombre de vues, le nombre de téléchargements. Et donc voilà, il y avait deux aspects à ça qui se rapprochent un petit peu du NFT, c'est-à-dire que c'était l'idée de partager ça un peu comme des objets numériques. Euh, alors voilà, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était plutôt pour en télécharger d'autres, mais il y avait un côté un peu d'échange comme ça. Et aussi le fait de collectionner les boucles d'autres artistes pour me faire ma petite collection qu'après je classais, que je réutilisais en soirée et que je mixais avec mon propre boulot, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu la genèse du travail vidéo et de de ce format boucle. Euh, et en fait, après, ce qui m'a amené au NFT, c'est que déjà j'avais des potes qui étaient un petit peu dans la crypto, tout ça, qui étaient dans l'informatique, qui m'ont poussé en fait à me faire un wallet sur Ethereum à la base en 2015, un truc comme ça, 2015-2016. Donc voilà, j'en avais acheté un petit peu. Bon, c'était juste voilà, un petit investissement. On m'a dit, ouais, allez, faut mettre 100 ou 200 euros là-dedans, ça va monter, machin. Bon. Et à l'époque, j'avais découvert aussi d'ailleurs un des premiers projets de NFT, les CryptoKitties. Donc je m'étais un petit peu amusé avec ça aussi. Donc voilà, trader des CryptoKitties, aller faire s'accoupler, etc. Voilà, c'était une espèce de jeu en fait, un peu à la Pokémon comme ça, avec des chats en fait, qui avaient des espèces de traits de rareté. Et puis voilà, tu pouvais générer des chats en accouplant différents chats et puis les échanger sur la blockchain. Donc voilà, c'était un peu ça ma première expérience. Et, euh, et par la suite, en fait, c'est toi, Laurent, enfin, qui m'a remis un peu dedans, en fait, en me parlant des NFT dans le contexte d'archipel numérique, en montrant un petit peu ce qui se faisait sur Wax. Et puis bon, c'est le moment où ça a commencé à exploser un petit peu, tout le monde en parlait. Et je me suis dit, voilà, en tant qu'artiste numérique et qui aime bien faire voilà, des petites boucles vidéo, ça pouvait être pertinent en fait de pouvoir transformer ça en œuvre d'art, en petit objet numérique en fait, et pourquoi pas bah, voilà, pouvoir les partager, pouvoir les vendre à des collectionneurs que ça intéresserait. Et, euh, et voilà, me faire un petit revenu en faisant quelque chose qui me plaît et qui me parle, quoi. Et voilà, alors je sais pas si tu avais des questions sur la suite du déroulé, Laurent. Euh, oui, c'est plutôt Nicolas qui se demande comment est-ce qu'on fait s'accoupler des chats. Ouais, alors c'était alors CryptoKitties, je peux peut-être montrer, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, hein. Ouais, ça existe encore. On En gros, va. bon, je sais pas si c'est très intéressant, hein, mais bon, vu que c'était un des premiers projets de NFT, là, c'était des petits chats qui ressemblaient à ça. Et En fait, il fallait, je peux lui répondre, il fallait deux chats, tout simplement. ouais, c'est ça, Vous voilà, t'avais aviez, un chat mâle, un chat femelle. Enfin, je sais même pas s'il y avait mâle et femelle, mais en bref, ouais, si j'accouplais ce chat-là avec ce chat-là, j'allais peut-être avoir un chat rose avec des taches, quoi, par exemple.
Et voilà, du coup, bon, c'était une espèce de système un peu Pokémon, quoi. Voilà, bon, Il c'était assez faut, basique. C'était un des premiers projets qui a un peu pris, qui a un peu exploité la blockchain et le NFT, puis ça avait bloqué même, ça avait bouché pas mal Ethereum, ouais. le réseau Ethereum à l'époque. Ouais. Mais tu as raison, en fait, c'est plus qu'un petit projet parce que ça fait partie des deux grands projets fondateurs des NFT, en fait. Ouais, ouais. Parce que l'autre, c'est CryptoPunk et CryptoKitties. C'est vraiment les deux exemples emblématiques. C'est la jeunesse des NFT. Donc moi, je les prends souvent en exemple de la Ouais. jeunesse. Euh, ok. Bah, du coup, tu peux peut-être nous montrer ton premier projet que tu as fait sur Object et nous expliquer un peu en quoi il consiste. Alors du coup, en vrai, j'ai pas commencé par Object. En vrai, j'ai commencé par Fondation, mais c'est vrai que Ah je mince. suis plus resté sur Object. Ouais, Alors, on Object, va partir de celui d'Object, parce que je pense ouais, je qu'il... pense. Donc voilà, donc ça c'est Object. Donc c'est une plateforme de vente de NFT basée sur Tezos. Et en fait, moi, je me suis concentré sur la blockchain Tezos principalement parce que les frais de mint et de vente et tout ça sont très très bas. Ils sont quasiment inexistants en fait. Voilà, juste pour minter un NFT, pour vendre un NFT, pour l'envoyer, pour partager, etc. Ça coûte presque rien. C'est un centime, voire moins quoi. Et puis aussi même au-delà de ça, en fait, à l'époque, quand je regardais un petit peu ce qui se faisait, en fait, sur Ethereum, c'était tellement en explosion, il y avait tellement de choses. Euh, puis il y avait tellement de scams, tellement de copy mint, des espèces de, voilà, que des copies des singes là ou des CryptoPunks. Enfin, je trouvais ça un peu bouché avec pas mal de choses, un peu de mauvais goût, alors que sur Object, je trouvais qu'il y avait plus des choses plus artistiques en fait. On sentait un côté un peu plus expérimental, un peu plus punk, où les gens, voilà, c'était vraiment des gens qui, voilà, qui avaient leur pratique, qui faisaient leur truc. C'était moins bouché sur le côté NFT commercial, profile picture et tout ça. C'était plus, enfin voilà, moi ça m'a plus parlé. Et donc voilà, je me suis mis là-dessus. Et, euh, et voilà, du coup, ça fait un an que je mine des NFT sur Object. Le premier que j'ai minté, c'était celui-ci. Une collaboration avec un musicien. Parce que tout ça, ça rentre aussi en résonance quand même avec ton univers aussi d'écriture, hein. Donc avec tes réflexions aussi, on va dire, comme écrivain ou en tant qu'auteur, Ouais, bah par alors là, rapport à en la fait, style. c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai essayé de rester, j'ai fait un choix un peu radical du noir et blanc, comme ça, pour qu'il y ait un peu une unité quand même, une unité visuelle entre les différentes pièces. Et après, j'oscille un petit peu entre voilà, des petites animations abstraites, géométriques, un peu organiques, entre l'organique et la technologie, dans un univers un peu science-fiction, comme ça. Et des choses qui seraient voilà, soit avec du motif, de la répétition, donc des boucles très courtes en général, j'essaie de faire. Et parfois des choses qui peuvent se rapprocher un peu de textes qui seraient de l'écriture abstraite, en fait, de l'écriture asémique, comme on dit. Donc, écriture asémique, donc c'est un terme pour définir les pratiques d'écriture, alors à la base qui sont plutôt manuscrites, mais qui peut aussi être numériques, vectorielles comme ça, ou génératives. L'idée, c'est de créer de l'écriture qui soit pas lisible en fait, mais qui ait juste un intérêt purement graphique, esthétique. Et l'idée qu'on peut raconter des choses euh, voilà, de façon abstraite et essayer de nous transporter ailleurs avec quelque chose qui ressemble à de l'écriture, comme si c'était une sorte d'information mystérieuse, quelque chose, je sais pas, un truc extraterrestre ou ancien ou mystique. Voilà, de créer des univers comme ça autour de textes abstraits, quoi. Tu as fait un autre projet, je crois, là-dessus aussi, non? Ouais, Neurotext, ouais, c'est c'est bien ça? ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, attends, ça, je montrerai un petit peu après, mais Ok. ouais, voilà, des choses comme ça un peu. Et donc voilà, et ça, donc j'ai commencé. Bah, ça a réussi à prendre un petit peu. Alors là, le marché est très bas, quoi, mais il y a quelques pièces qui sont assez bien vendues, hein, et puis qui ont même pris un peu de valeur. Celle-là, par exemple, qui a plutôt bien marché. Alors au début, ouais, c'est des trucs, je les ai mintés ouais, en avril 2022. Je les ai mintés à un Tezos, deux Tezos. Donc voilà, c'est parti assez rapidement. Donc à l'époque, le Tezos valait un peu plus, hein, ça valait à peu près entre 3 et 4 euros. Et, euh,
Et donc voilà, ça s'est vendu assez vite sur le marché primaire et après ça s'est revendu petit à petit sur le marché secondaire, là, 8 Tezos, 22 Tezos, 39, 50. Donc voilà, c'est des choses ça fait plaisir après de voir que voilà, il y a un intérêt et que ça se partage, quoi. En plus, à chaque fois, toi, tu touches aussi les créateurs filles. Du C'est coup. ça, c'est-à-dire que les royalties, alors là c'était à 10%, moi maintenant je les mets plutôt à 20%. Ouais, Mais sur tes autres, c'est autour de 20, j'ai vu. Ouais. ouais, bah ça après c'est un choix, hein, mais voilà, puis voilà, j'en vends quand même de temps en temps. Là, j'ai vendu ça il y a 1 heure, ça c'était hier, il y a 3 jours. C'est l'effet avant émission des littéraноtes. C'est peut-être ça. On te veut maintenant. Mais bon, comme dit, le marché s'est quand même bien calmé par rapport à une époque, quoi, hein. Là, c'est quand même assez lent. Puis les Tezos valent plus grand-chose. Mais bon, moi, j'essaie de rester quand même, de continuer à faire ça. Et puis voilà. Et puis aussi, je collectionne un petit peu moi-même. C'est-à-dire que là, en haut, on voit ce que moi je vends. Et ça, c'est ce que j'ai acheté. Bon, ça fait un moment que j'ai pas trop acheté, mais il y a une époque où je collectionnais pas mal quand même. Et voilà, ça me fait plaisir aussi d'avoir ma petite collection. Il y a une communauté aussi, ça Ah, c'est qui est ça, voilà. sympa. Et oui, alors, quelque chose qu'il faut savoir quand même, c'est que pour que ça fonctionne, il faut être très présent sur Twitter principalement. C'est-à-dire que ça passe vraiment tout par Twitter. Euh, Même une grosse présence sur Instagram ou quoi, ça va pas amener forcément des ventes de NFT, quoi. Ça, C'est vraiment un ça, truc qui. souvent, c'est difficile à comprendre. Toi, par exemple, moi, je fais facilement des formations et j'en ai fait une récemment. Et tu vois, la première réaction des deux personnes que je formais, ils disaient: Ah oui, mais mes tuteurs, dont plus personne n'utilise, c'est mort. Mais je lui disais: Oui, mais sur la problématique NFT, c'est vrai que ça reste assez central en fait. Ah oui, c'est que ça, hein, c'est que du Twitter. Puis du coup, Twitter, c'est assez particulier comme médium aussi, hein, c'est assez rapide. C'est vraiment, faut poster tout le temps, faut tout le temps partager, retweeter. Et voilà, après, moi, j'ai pas lâché le truc. Pendant un moment, ça marchait pas trop, puis au bout d'un moment, ça a commencé à prendre, quoi. Et donc voilà, là, comme dit, c'est un peu en train de se cracher. Puis il y a des problèmes avec la crypto aux États-Unis et tout ça, la régulation. Bon, mais voilà, moi je vois ça à long terme de toute façon, donc je continue à faire ça. Et puis j'ai quand même une petite communauté de collectionneurs qui me suit, qui aime bien acquérir mes trucs. Donc même juste pour le principe, en fait, moi j'aime bien continuer à être présent. Et comme dit, c'est le genre de travaux qu'en fait, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire en fait. Donc je vois pas de raison de pas continuer, quoi. Tu- J'avais une question. Ouais. En fait, quand tu publies sur Twitter, systématiquement, il y a un GM point d'exclamation. Oui, alors ça, Je sais pas ce que ça veut dire. c'est Moi, je c'est pas sais. systématique, mais en fait, c'est un espèce de mème dans la communauté crypto. En fait, GM, ça veut dire Good Morning. En fait, l'idée, c'est que les gens qui sont très présents dans l'espace, en fait, vont poster au moins un tweet le matin pour dire bonjour. Et, euh, et en fait, tout le monde répond GM. Donc en fait, c'est juste, c'est tout con, hein, c'est vraiment on se dit bonjour. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu une façon de tricher en fait avec l'algorithme Twitter et de s'aider les uns les autres. Parce qu'en fait, Twitter favorise vachement les tweets qui ont des réponses en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de répondre à un tweet et d'avoir une réponse et de répondre derrière GM, en fait, ça va beaucoup améliorer la visibilité du tweet. Voilà, genre cela, par exemple, j'ai quand même 6 000 vues depuis ce matin, 216 likes, 33 retweets, ce qui est pas Waouh. dégueu pour un compte comme ça avec 2500 followers, quoi. Et en fait, ouais, ça permet de partager et de commenter sur les posts des autres aussi, même si on n'a pas grand-chose à se dire en fait. Et du coup, ça permet, voilà, et du coup, tous les matins, en fait, je poste mon petit truc GM et puis je scrolle dans mon feed, voir tous ceux qui ont mis leur GM et puis je leur dis GM aussi, quoi. Donc ça prend 2 secondes et puis juste ça permet de faire monter un peu le truc et de se donner de la visibilité mutuellement, quoi. Et puis voilà, c'est une espèce d'idée juste de politesse en fait. On se dit bonjour, quoi. Voilà, c'est un truc de communauté. Donc voilà, GM, good morning. Merci. Oui, ouais. Euh, du coup, parce là, tu nous as montré un peu, voilà, la première chose que tu as fait. Donc, on va dire un peu ce qui a quand même assez bien réussi. Par contre, sur Fondation, c'était un peu plus compliqué pour toi.
je crois. Ou ça allait pas. Bah, sur Fondation, en fait, donc c'est le tout premier que j'ai fait, en fait, tout premier NFT que j'ai minté, c'était sur Fondation, effectivement. Donc, c'est sur Ethereum, donc il y a toute la question des gas fees où ça coûte vachement cher. On peut en avoir pour 15-20 euros pour minter juste un truc ou pour le lister. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai fait, donc c'est un peu plus élaboré. Alors là, ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que sur Object, en fait, c'est toujours des éditions multiples, en fait. C'est-à-dire que il y a toujours 10 ou 20, 10 ou 20 éditions, alors que sur Fondation, c'est des éditions uniques que je fais. Donc c'est un peu plus travaillé, il y a un peu du son, c'est en 4K, c'est des vidéos un peu plus longues. Là, ce qu'on Euh, voit, c'est Fondation, alors c'est ça. Ça, c'est Fondation, ouais. Et donc ça, je l'ai minté. Alors là, c'était un peu le délire en plus. Donc voilà, j'ai appelé ça Genesis parce que Genesis, c'est un peu un terme en fait qu'on utilise pour le premier mint en fait sur une plateforme, c'est un Genesis. Et donc là, j'ai fait un truc un peu autour de voilà de la genèse avec une espèce d'arbre numérique avec de l'ADN autour. Enfin voilà, l'arbre serpent. Voilà, je me suis approprié un peu cette idée-là. Et l'idée, c'était de le minter aussi exactement pour l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire que je l'ai minté à la minute près exactement à l'équinoxe de printemps 2022. Voilà, parce qu'il y a un côté un peu de printemps avec l'arbre qui fleurit et l'idée c'était un peu voilà, c'était un peu le renouveau enfin voilà, une espèce de nouvelle étape de rentrer dans le monde des NFT tout ça. Et alors là c'est un peu plus donc voilà je mine plus lentement parce que c'est des travaux qui me prennent un peu plus de temps. Et là j'essaie qu'il y ait une sorte de suivi un petit peu narratif entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple donc le premier motif c'est un arbre, le deuxième motif c'est une sorte de roue. En fait il y a l'arbre qui apparaît en plus petit au centre. Donc en fait, l'idée c'est que ça fasse comme une espèce de chaîne en fait, où chaque motif précédent se retrouve dans le suivant en fait. C'est-à-dire que le coup là c'est un arbre, là c'est une roue avec un arbre à Waouh. l'intérieur. Euh, Là c'est une espèce de scarabée cosmique avec un système solaire avec la petite roue qui est à l'intérieur du scarabée. Et là c'est un soleil avec le scarabée à l'intérieur qui tourbillonne et qui se fusionne avec le scarabée. Enfin, voilà, c'est une espèce de délire un peu narratif, symbolique, un peu perché comme ça que j'en sais. C'est chouette. Et donc j'en ai minté 4 et j'en ai quand même, si en fait j'en ai vendu 3, hein. Ok. J'en ai vendu Ah, c'est 3 à 0,2 Ether. Bon, ça a mis un peu plus de temps effectivement, ça a mis quelques mois. Celui-là je l'ai vendu il y a un mois à peu près. Et celui-là je l'ai minté récemment, il n'est pas encore parti. Mais, euh, mais voilà, ça je pense que je vais continuer cette collection, peut-être en faire une autre aussi. Voilà. Et du coup, entre les deux, finalement, ça se vaut, alors c'est complémentaire, finalement. Bah oui, et puis j'essaie de garder un peu une identité quand même particulière pour chacun. C'est-à-dire que vraiment il y a un format défini, c'est-à-dire que là par exemple c'est du MP4 avec du son, ça fait toujours 32 secondes, c'est en 4K, alors que les GIFs sur objet, donc c'est des GIFs, donc c'est beaucoup plus petit, c'est du 1080p, c'est en noir et blanc, et c'est plus court quoi, ça va être entre 4 secondes, voire 2 secondes pour les plus courts, et 8-10 secondes peut-être. Et voilà, mais cette identité-là, je pense que je vais la garder vraiment pour cette collection, que j'ai appelée Blueprint, et peut-être faire une autre collection à un autre moment sur un autre principe quoi. Je me disais peut-être en monochrome, peut-être faire une autre collection, mais peut-être sur un autre mode, peut-être sur un mode un peu moins zen, un peu plus agressif, avec des fonds rouges ou j'en sais rien, enfin voilà. Euh, à voir. Euh, J'avais encore une ou deux petites questions. Ouais, Bon, on finira un tout petit peu plus tard, mais on va quand même essayer de ne pas finir trop tard. ouais. On a juste deux, trois petits points. Je vais juste encore te demander comment tu te projettes quand même, par exemple, aller dans les un an ou dans les un ou 2 ans. Parce que si tu as des projets NFT, d'autres projets NFT, je veux dire, par exemple, des choses que tu aimerais faire dans l'idéal, que tu n'arrives pas nécessairement, mais qui te botteraient bien, outre ce que tu viens de présenter. Bah déjà, je vais essayer de continuer ceci et en fait, moi c'est vrai que j'ai quand même tout un aspect de mon travail qui est autour de l'écriture, de la poésie expérimentale, conceptuelle. Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien à terme quand même trouver une forme adéquate. Parce que j'ai beaucoup de projets que j'aurais pu minter déjà, mais alors j'avais expérimenté un petit peu sur Typed, sur 8scribble, tout ça.
mais j'ai pas encore trouvé exactement la façon dont je voulais le faire. Donc je laisse maturer encore ça un petit peu. Mais c'est vrai que et aussi en fait, vu que en fait quand c'est visuel, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose voilà qui essaie d'avoir un intérêt visuel, c'est plus évident. Alors que pour le texte, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une démarche qui prenne en compte justement le côté NFT, que ça ait du sens en fait par rapport à ce qui est dit, par rapport au contenu. Et voilà, peut-être une mécanique, voilà, peut-être qu'il va s'inspirer des projets que tu as montrés, mais quelque chose qui soit encore plus expérimental et qui soit encore plus original peut-être, pour que ça acquiert aussi une certaine valeur, quoi. Parce que là, d'une certaine façon, dans ces travaux-là, il y a une valeur qui est peut-être un peu plus évidente, entre guillemets, parce que voilà, on sent que j'ai passé quand même du temps à bosser sur les animations et tout. Alors que mes projets de texte peuvent peut-être voilà, vu que c'est un peu plus conceptuel, c'est avec des textes que je vais récupérer, c'est plus pauvre entre guillemets en termes de valeur purement esthétique. Donc je pense qu'il faudrait que ça ait quelque chose de plus quoi, voilà. Et ma Ouais. dernière question avant, et ensuite on fera ce dont on avait parlé. C'est, tu aurais juste un ou deux petits conseils, ou deux, trois, ou trois, quatre, autant que tu veux, pour quelqu'un, par exemple un auteur, on va imaginer un auteur qui a envie de se lancer. Ouais, bah moi je dirais, bah déjà il faut être sur Twitter. Il faut, je pense, avant de commencer à minter, se faire quand même une petite base de followers, avoir quand même une présence, quoi. Parce que moi, en fait, j'avais aussi, avant de minter ces trucs-là, j'ai essayé de minter bah, les boucles de VJ là, que je vous ai montré. J'avais minté ça sur OpenSea en free mint. Mais voilà, j'avais pas trop de suivi sur Twitter, etc. Ça n'a pas du tout marché. J'avais essayé sur Tezos aussi de minter des vieux trucs. Mais ça a vraiment commencé à prendre quand j'ai commencé à avoir un peu du suivi. Et surtout, en fait, une erreur, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui font, c'est de minter trop de trucs d'un coup. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de travaux et ils se disent, ok, je fais une collection, voilà, j'ai 50 trucs, je vais minter les 50 d'un coup. Et, euh, Comme ça, voilà, les gens, ils auront le choix et tout ça. Alors qu'en fait, je pense que c'est psychologique, hein, c'est un peu bête, mais je veux dire, il y a des mécanismes de foule un peu. En fait, les gens, s'ils voient une page avec 50 trucs et que personne n'en a acheté, euh, ils vont peut-être. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur de se mouiller, en fait. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait au moins une autre personne qui a acheté un truc avant de se lancer eux-mêmes. Et en fait, je pense que c'est mieux d'y aller doucement, en fait, de minter juste une pièce. Euh, alors, je pense que c'est bien de commencer sur Tezos parce que les frais sont pas chers, il y a moins de risques. Minter juste une pièce et essayer de faire un peu de la pub, voir, et voilà, et ça, il y a plus de chances qu'il y ait un curieux qui se dise, allez hop, je l'achète, et puis et on voit où ça va, quoi. Et puis peut-être pas avoir peur de faire des prix un peu bas au début aussi, même si bon, là, faut que ce soit cohérent aussi avec le prix de la crypto en question. Mais voilà, le fait est que ça peut augmenter, et après, voilà, faut aussi s'ajuster, faut aussi. Voilà, faut jouer un peu avec le marché aussi, voir la demande, voir. Il y a des moments où d'un coup il y a plein de gens qui vont se jeter dessus et puis au bout d'un moment c'est un peu plus vide. Faut aussi garder un peu la tête froide quoi parce que on est quand on a un boulot un peu artistique créatif on est vite investi aussi personnellement dedans. Il y a l'ego qui rentre en jeu, le fait de ne pas réussir à faire de vente etc. Parfois ça peut être un peu difficile. Donc voilà je pense qu'il faut pas lâcher le truc mais y aller doucement quoi. Ouais. Je remets juste sur quelque chose que tu dis parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Ouais. C'est par rapport au donc le fait de minter, hein, c'est donc le fait d'ajouter de créer le NFT, d'ajouter le NFT sur la plateforme. Donc quand tu dis que tu conseillerais de ne pas minter tout en une fois, en fait en même temps c'est un peu une norme, donc c'est une norme et une contrainte quand même de la blockchain souvent Ethereum. Tu sais, parce que souvent on le fait en une fois. Parce que dans les grosses collections, les collections les plus valorisées, ils ont l'habitude de le faire comme ça, donc de minter tout en une fois, parce que du coup, il y a les attributs qui sont rattachés, Oui. et si tu mintes pas en une fois, tu peux pas voir le degré de rareté. Oui, Et oui, du oui. coup, l'œuvre, c'est en même temps la collection.
Oui, ça, alors Et effectivement, si c'est sur le principe d'une collection, il n'y a pas trop le choix en fait. T'es obligé de minter en une fois. Mais alors dans ce cas-là, il faut pas minter le truc et après chercher à faire de la pub dessus. Je pense qu'il faut déjà bien préparer le terrain. ouais, Il faut bien communiquer, il faut partager à fond les visuels, tout ça. Il faut que les gens soient intéressés. Il faut avoir une date. Il faut dire ça va être minté tel jour, telle heure et créer un petit événement autour. Après, c'est du marketing, hein. Mais c'est vrai pour que les... un projet comme ça, avec une grosse collection qui se mine d'un coup, ça demande qu'il y ait quand même un peu un suivi derrière, quoi. Que les gens soient déjà un peu au courant. Enfin, je pense que c'est plus efficace comme ça, quoi. Généralement, je pense que ce qui ressort aussi, c'est que les codes, autant artistiques, mais aussi les codes de vente, les codes de communication, ou même les hashtags sur Twitter et ainsi de suite, ou même parfois les réseaux qu'on utilise, parce que tu parles de Twitter, mais là parfois il y a quand même d'autres réseaux, ça va pas être les mêmes selon la blockchain qu'on utilise, ou surtout selon la plateforme. Souvent, ces Mm. plateformes et blockchain sont un peu mélangées, mais et tu vois, par exemple, la manière, ou ta manière de faire, j'imagine qu'elle est différente quand tu travailles, par exemple, sur tes os ou sur Ethereum. On va dire Ethereum, ou même si tu travailles sur Fondation, ou sur OpenSea, ou sur Typed, ou Mm. sur Object, ou si à un moment tu fais FXH, par exemple, c'est différent, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un point qu'on apprend au fur et à mesure. Et je pense, moi, j'aimais bien ton conseil par rapport au fait de commencer par Tezos, par exemple, Ouais. parce que ça, vu qu'en plus les frais sont un peu bas, ça donne droit à l'erreur aussi. Oui, c'est ça. Il y a Et, toujours moyen de faire un autre wallet après si vraiment il y a un truc à. hum, je- Ouais, moi, voilà. moi, ce que je conseille souvent voilà, en atelier ou en formation aussi aux personnes, c'est de la toute première fois, c'est de ne pas mettre leur collection, c'est pas de mettre tout leur cœur de projet. Ouais. C'est-à-dire, c'est d'abord de mettre bon, désolé pour l'anglicisme, mais des projets de côté, donc des side projects. Ouais. D'abord de se lancer un peu sur des choses voilà, qu'on a à côté et pour justement comprendre la dynamique. Parce qu'au Ouais. fond, le cœur de la blockchain ou de NFT, de l'écosystème, en gros, c'est ce que tu nous as dit en fait depuis 30 minutes, c'est comprendre, oui, c'est comprendre le réseau, c'est comprendre les codes en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pour C'est, ça, moi, ce que voilà, j'avais c'est ça. commencé à faire, en fait, les premières expérimentations que j'ai fait sur OpenSea, c'était avec les boucles que j'avais déjà en stock, en fait, et c'était juste pour tester un petit peu, voilà, comment connecter un wallet, comment minter un truc, etc. Et, euh, le premier wallet que j'avais fait sur Tezos, par exemple, au final, j'ai changé, j'ai fait un autre wallet. Ouais, Et, c'est sur là que j'ai minté les autres, quoi. Parce qu'en fait, là, effectivement, j'avais minté toute la collection directement. C'était ça que j'avais. C'était ces trucs-là, des trucs plus, vraiment des trucs plus anciens, espèce de collage en fait que je faisais avec de l'imagerie microscopique en fait des micro-organismes et je rajoutais des espèces de trucs vectoriels dessus. Et en fait, ce que si j'avais tu fait, c'était partages ton écran, on voit pas, hein. ah bon Je sais pas si tu le partages ou si François n'a ah, pas je suis mis plus en partage d'écran là, mais ça fait combien de temps que je suis plus en partage d'écran? pas longtemps. Ok, Donc c'était pas gênant avant, Tu on peux y a fait aller juste que maintenant. de... d'accord, d'accord. Oui, c'était donc, alors, attends, je sais pas, ouais. Oui, c'était ces trucs-là. Donc voilà, mais ça, effectivement, j'avais fait un relais sur Tezos et j'avais tout mis d'un coup. Et j'avais fait un peu de pub et tout, mais voilà, ça avait pas marché, ça avait pas pris quoi. Donc, bon. Mais c'est des trucs, je me dis que peut-être plus tard, en fait, d'ailleurs, tu me posais la question si j'avais d'autres projets potentiellement en NFT, ce serait peut-être aussi de minter des choses plus anciennes, et du coup sur un autre wallet qui serait un peu un wallet archive, ou peut-être que je minterais des travaux un peu anciens, alors peut-être pas ces trucs-là, mais peut-être des trucs un peu, voilà, un peu plus anciens, peut-être en édition unique, du coup, je sais pas. Euh, enfin voilà quoi. Et alors un autre projet sur lequel je bosse en ce moment, c'est autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a pas mal d'outils là, comme vous savez, qui ont commencé à sortir dans les derniers mois.
notamment les outils de génération d'images. Donc je me suis créé un autre Twitter. Donc c'est que de la génération d'images avec du texte. Fran- C'est du François, Midjourney. moi je vois pas. Je sais pas si vous voyez l'écran de Lucas, moi je vois pas. Ah, zut, attends. Ça marche là? Ah, vous voyez? Ouais, là c'est bon, ouais. Ah, ok, d'accord. Je sais pas, j'avais peut-être mal cliqué sur le truc. Donc ouais, donc c'est juste là pour expérimenter un petit peu avec la génération de texte ou image, quoi. Et donc pour rester toujours sur cette question de l'écriture asémique, abstraite et un peu des limites de ce que peut constituer du texte au niveau visuel. Et donc ça c'est un peu... Je peux cliquer sur une qu'on le voit un peu en grand. Ouais. Par exemple, quand on est sur mobile, on voit pas trop bien. Et donc ça c'est un peu automatisé dans le sens où je programme les tweets au début du mois et en fait ça tweet toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures il y a un nouveau tweet. Donc voilà, donc c'est globalement toujours plus ou moins dans l'idée que c'est du texte, même si parfois on est un peu sur les limites de est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est juste de l'abstraction. Mais voilà, l'idée c'est que ça représente un petit peu, c'est cette idée en fait de créer du texte à partir de texte, enfin d'écrire des phrases qui vont générer une image qui représente du texte qui n'est pas lisible et où le texte initial n'est pas lisible non plus. Et donc ça joue aussi évidemment sur la profusion et la quantité absolument incroyable d'images qu'il est possible de générer à partir de ce type de système. C'est pour ça que j'ai fait un compte à part pour avoir vraiment juste un flux où là je pose vraiment que des images, quoi. Et donc voilà, ça tourne depuis fin 2022. Et récemment, je me suis fait un deuxième wallet du coup pour partager, pour minter quelques-unes de ces productions-là. Et c'est aussi incidentellement le wallet sur lequel je garde sur lequel je collectionne des NFT en couleur, parce que sur mon autre wallet, j'essaie de collectionner aussi que des pièces en noir et blanc pour garder un peu une unité. Donc là, je collectionne aussi des pièces. Donc ça, c'est des pièces que j'ai collectionnées. Tu vas loin. Oui, bah. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on peut aussi avoir deux wallets pour deux projets différents, quoi. Peut-être que c'est pas mal de splitter. Ouais. Bon, parfois, je vois des wallets d'artistes où ils mintent un peu tout et n'importe quoi dessus et ça manque un peu d'unité, je trouve. Et, Ça c'est vrai. ouais, et du coup voilà, là-dessus, c'est vraiment que ces textes générés, enfin, ces images générées avec du texte. Et donc voilà, aussi au niveau du prix auquel je les vends, c'est proportionnel. C'est-à-dire que là, c'est que des éditions uniques. Et je les vends à peu près au même prix, voire moins cher en fait que des gifs plus travaillés que je peux vendre sur mon autre wallet. Parce que voilà, en fait, ça me prend 2 secondes à faire une image comme ça. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait plusieurs collections. En fait, chaque collection va correspondre à un mois de ce que j'ai posté ici. En fait, où je vais sélectionner. Donc j'ai fait un petit script. Enfin, ChatGPT m'a aidé à faire un script pour classer en fait les tweets chaque mois qui ont reçu le plus d'engagement. Les 24 tweets qui ont reçu le plus d'engagement, je les mine dans une collection, donc il y aura 24 images par collection. Et donc voilà, de ceux qui ont été les mieux reçus sur Twitter, quoi. Voilà, donc pour l'instant j'en ai fait 24, j'en ai vendu 8, il en reste 13. Non, ça colle pas. Non, c'est parce qu'il y a 8 personnes qui en ont, donc il y a des personnes qui en ont acheté plusieurs. Ah oui. Voilà, et là, genre, j'ai testé autre chose sur sur le prix. Le premier, je l'ai mis à 3 Tezos. Et ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'en mine un nouveau, j'augmente le prix de 3%. Donc, histoire d'avoir une progression vraiment très très progressive. Et voilà, bon, ça se vend tout doucement, mais voilà, j'avais hésité un petit peu. Ça, j'ai attendu aussi pas mal de temps avant de le faire en fait. Pour voir aussi comment est-ce que cette question de l'IA, de l'art, IA, machin, s'était reçue. Et voilà, enfin, il y a eu plein de débats, autour de ces questions-là aussi dans la communauté artistique, dans laquelle j'ai pris part aussi, parce que moi, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt défenseur des nouveaux outils, des nouvelles possibilités technologiques, et je pense pas que, enfin, ça rebat un peu les cartes en termes
enfin, c'est sûr que ça va poser des problèmes dans certaines industries et tout ça, qu'il y a des gens qui vont en pâtir, mais voilà, moi j'aime bien être un peu à la limite, à la pointe de ce qui se fait, de ce qui peut se faire avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un outil comme un autre en fait, et, euh, et derrière en fait, c'est ce qu'on en fait quoi. C'est-à-dire que voilà, et si on a une vision et si on a, c'est d'être un peu cohérent quoi. C'est-à-dire que voilà, là, d'une certaine manière, ici, je suis un peu plus diversifié graphiquement, mais j'essaie de garder quand même une unité dans le principe, dans le contexte, enfin dans le concept quoi, et de rester sur ce principe d'écriture un peu abstraite. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que François aimerait bien qu'on fasse une fois, certainement la saison 4, donc l'an prochain, une émission autour de l'intelligence artificielle. Donc Ah je bah, pense qu'on a déjà notre premier invité. Merci Lucas. avec grand plaisir. C'est sympa de faire du teasing. Non, l'idée était de faire un débat, parce qu'en fait, pour le moment, on est tous comme des petits fous, avec en disant non, c'est bien, oui, c'est pas bien, non, c'est enfin, voilà, avec des philosophes qui s'amusent à faire des débats contre ChatGPT. Et en fait, on a de tout et n'importe quoi, du plus ridicule à des idées qui sont intéressantes en termes de normalisation du discours. Il y a pas mal de débats qui sortent en ce moment. Ça serait bien, en fait, dans 6 mois, de reprendre tous ces éléments de débat et de voir ce qui est retombé, ce qui n'est pas retombé, etc. Et d'avoir une discussion entre plusieurs personnes qui sont réellement intéressées au sujet, quoi. Donc tu es clairement invité. Euh, Ouais, parce que j'ai Alors, commencé à expérimenter aussi avec le texte, avec l'écriture, hein, avec l'intelligence artificielle. Alors pas avec ChatGPT pour le coup, parce que ChatGPT on peut pas vraiment le fine-tune facilement, mais avec Llama plutôt. Je pense que vous avez entendu parler, le modèle de Facebook du coup qui a leaké, et avec une interface, une interface open source en fait, comme pour Stable Diffusion, on peut faire tourner en fait des petits modèles de langage comme ça en local. Et, euh, et faire des sous-modèles en fait en les entraînant sur des datasets. Donc j'ai fait pas mal de petits modèles comme ça, entraînés à partir de mes propres textes ou alors à partir de textes d'auteurs. Enfin, voilà, j'ai des petites expérimentations que je pourrais montrer aussi dans ce cadre-là, quoi. ok. Alors, écoute, on a presque fini, Lucas. Déjà, on a Ouais. débordé ce qu'on fait jamais d'habitude, Ouais. mais on était tellement passionnés que on s'était dit qu'on allait faire une petite action quand même Ouais, qui bah ouais, ouais, s'appelle du un coup, giveaway. ouais. On va, Alors, tu expliques ce que c'est peut-être déjà un peu à quoi ça consiste? ouais, alors un giveaway, alors c'est un peu une tactique marketing, j'ai envie de dire, où en fait, ce qui se fait beaucoup sur Twitter, de proposer en fait, c'est une sorte de loterie en fait, où les gens vont proposer aux gens de gagner un NFT. Et donc souvent c'est assez simple, il suffit de retweeter un tweet ou de partager ou de taguer des gens en partageant son adresse donc de la blockchain en question. Et donc là voilà, dans le cadre de l'émission, je voulais proposer à ceux que ça intéresse, s'il y en a dans le chat, de partager leur adresse Tezos pour gagner l'un de ceux-ci, l'un des 7 derniers que j'ai minté parce que c'est ceux où il m'en reste sur le marché primaire. Celui-là, j'en ai plus. Donc voilà, s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut partager son adresse Tezos, je me ferai Déjà, il y a plaisir Nicolas qui de. l'a fait. Ouais. Bah, s'il veut préciser lequel, l'un de ceux-là qui l'intéresserait, je sais pas si on arrive à lire les titres. Il y a Bah, sinon, Charles c'est toi qui Feuille. choisis, hein, c'est toi l'auteur. Ou sinon, je choisis, ouais, hein, Je te mais oui, mets s'il y a. je te mets son adresse sur notre chat de l'autre côté. Ouais. Ah, il a remis, est-ce que c'est la même? Attends, je vérifie juste. Ok, c'est celle que je t'ai donnée. C'est bon. Ok, bah, je peux lui envoyer cash, hein, de toute façon, il n'y a pas 1000 personnes là qui. Ouais, bah, comme ça, Nicolas, vous aurez votre premier NFT. Alors, Nicolas, je sais pas s'il y en a un de ceux-ci, si tu me dis juste je sais pas si tu vois les titres, sinon tu me dis Il juste un, n'arrive 2, pas trop à 3, voir, 4, il 5, dit dans son 6 chat. ou 7. Je peux te les montrer. Le Fuzzy Carpet. Fuzzy Carpet. Yes. Alors, alors là, malheureusement, ils sont tous listés, donc il va falloir que je cancel le listing pour l'instant.
listerai après. Ok. Et donc ici, une édition. Hop. Ah, ouais, je crois que trop tard comme Nicolas, parce que là, vous avez changé d'avis, parce qu'il veut ancienne script. Je crois que Ah bah ouais, là ça vient de partir et la blockchain ne pardonne pas. oh, on n'a pas, j'ai pas d'autres. Bon, tant pis. Ou alors sinon, comme ça t'apprends un petit peu comment ça marche, Nicolas, si tu y arrives. Je t'envoie une chaîne script et tu me renvoies l'autre. Ok? Ah, Et au pire, là, c'est pas tu me grave. demandes un sacré challenge. Hein. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas un drame. Voilà. Mais il a été assidu, il a été là tout du long, donc il a bien mérité son petit NFT. Ouais, je ne saurais même pas le faire pour le renvoyer sur. Ah, si, comme ça. Ouf. Tu demandes un Bah, oui, sacré. et du coup, Nicolas, après, si tu vas sur Object, donc, alors, normalement, ce sera comme ça, il faudra faire Sync. Si tu as installé Temple, tu cliques là, Connect Now. Normalement, toi, tu n'en auras qu'un seul ici. Bon, il n'y aura pas de nom parce que tu auras juste l'adresse de ton truc, normalement. Tu fais connecter, signer. Et ensuite, ça devrait apparaître ici dans Owned. Donc là, bon, il y a tous mes NFT, donc il y a ceux que j'ai et que j'ai créés et ceux que j'ai achetés. Donc là, normalement, tu auras les deux. Et si tu veux essayer de me renvoyer celui-là, du coup, donc tu cliques dessus, tu vas dans Action, et là dans Send, tu mets 1. Et alors pour mon adresse, tu peux la trouver en fait si tu cliques ici. Sinon, envoie-lui, c'est peut-être plus simple. Oui, je peux l'envoyer mon adresse. Ouais. Hop. Oups. Ah oui, je suis pas connecté sur Twitch en fait. Mets-la moi sur le Big Blue Button. Ah ouais. Hop. Ça, c'est l'adresse de Lucas. Nicolas, si vous arrivez à renvoyer le premier. Ok. Et voilà. Et je pense qu'on est good. Hein, Ouais. ça. Moi, ouais. Oui. Écoute, super. Bah, merci beaucoup, Lucas, du coup. Bah, merci à tous les deux. Écoute, je pense que ce qu'on a pensé des personnes qui ont regardé le. Ouais, mais du coup, Nicolas, il pourra pas te le renvoyer. Il lui faut Ah, 0,0 à tes os. Il a pas. c'est pas, garde-le, garde-le. Garde-le, garde-le. Ouais, Il y a pas de souci. ah bah voilà, il vient de mettre le message d'erreur. Oui, Ouais, non, non. t'inquiète, garde-le, c'est avec plaisir. Parce qu'il a écouté pendant 2 heures, là. C'est un NFT par heure. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, j'espère que ça a aussi plu aux personnes qui nous ont écoutés. Et écoutez, nous, notre prochaine émission, bah, c'est soit septembre, soit octobre. Donc, comme dit, là, c'est saison 3. Donc, n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, notre Mastodon, notre Twitter, tout ce que vous voulez. On est un peu partout. Et super, Nicolas, du coup, si vous comprenez, si ça vous a aidé. Et oui, du coup, l'an prochain, bah, voilà, la saison 4, où il y aura, comme l'an dernier, des lectures à voix haute, de l'écriture. On pense faire quelque chose sur les outils du libre, les boîtes à outils, des outils libres pour les auteurs et les éditeurs. Peut-être quelque chose effectivement autour de l'IA, à voir exactement. Et certainement quelque chose un peu sur des sujets de société. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Et bien, si vous aimez bien notre association, je peux vous donner le site web. Et même chose, hein, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous suivre. Et si vous aimez vraiment beaucoup, ben, voilà, c'est une association, donc vous pouvez aussi
devenir adhérent si l'objet de l'association vous plaît. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot chacun aussi, François et Lucas. Un petit au revoir. Je vais juste dire au revoir, merci beaucoup. Et puis à la rentrée, j'espère qu'on va pouvoir faire de belles émissions. Et puis j'ai eu des idées moi, aujourd'hui, ce soir aussi, Nicolas. Plus pour la réalisation de l'émission qu'autre chose, mais ça va être sympa aussi. À très bientôt, merci, bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée tout le monde.